Bonjour, Franca Cartoni, professeure à l'École de criminologie à l'Université de Montréal. Je suis ici pour vous parler aujourd'hui des caractéristiques psychosociales des femmes auteurs d'agressions sexuelles. Les femmes auteurs d'agressions sexuelles, c'est une sous-population très spéciale des agresseurs sexuels. C'est une population qui a été très longtemps négligée. Principalement parce qu'il était cru, il avait même été écrit, qu'il était impossible pour une femme d'agresser sexuellement, par exemple, un enfant, parce que les femmes ne sont pas faites comme ça. Dans ce contexte, elle disait une femme qui agressait sexuellement un enfant, c'était une femme qui avait été soit forcée par un homme, typiquement son mari, ou une femme qui souffrait classiquement de troubles de santé mentale majeurs. Ce que les recherches nous ont appris depuis, c'est qu'en fait, les femmes qui agressent sexuellement, tout comme les hommes qui agressent sexuellement, constituent une population variée, que seulement approximativement un tiers des femmes qui agressent sexuellement le font en conjoint d'un co-délinquant, typiquement un homme et typiquement son conjoint ou son partenaire amoureux. Donc, 2 tiers de ces femmes posent leur geste d'agression seules. Les victimes des femmes peuvent se retrouver autant parmi les enfants que parmi les adolescents et aussi parmi les adultes. L'idée qu'une femme agresse sexuellement un homme est un peu vue comme un oxymoron. Ceci ne peut pas se passer. Comment est-ce qu'une femme peut forcer un homme à s'engager dans des contacts sexuels? Bon, d'un côté, il y a ce que nous appelons la coercition sexuelle qui englobe toutes les autres tactiques utilisées par l'agresseur, la personne qui s'engage dans la coercition sexuelle, allant des menaces à des chantages, de ridiculiser la personne, particulièrement ça c'est de la femme envers l'homme, tout ça dans le but d'obtenir ce contact sexuel. Dans la gamme de coercition sexuelle, évidemment, on inclut à la fin cette question d'agression sexuelle. Alors que nous avons très peu de cas de femmes qui agressent sexuellement d'hommes, pas parce que je crois que ça n'existe pas ou que nous croyons que ça n'existe pas, mais plutôt parce que les hommes eux-mêmes n'auront pas tendance à aller rapporter cet événement à la police, pour toutes sortes de raisons sociétales qu'on peut très bien s'imaginer. Plutôt, ce qu'on remarque dans les très petites données qui sont disponibles à ce sujet, c'est qu'on est devant des femmes qui co-agressent en compagnie de quelqu'un d'autre, lorsque les victimes sont adultes. Encore une fois, soit un homme, mais aussi un groupe de femmes. Et les victimes, dans ces cas-là, ont tendance surtout à être d'autres femmes. Par exemple, un des éléments qui est ressorti dans des très, très petites études, évidemment, et presque des études de cas finalement, mais c'est cette idée que les femmes ont agressé sexuellement une autre femme dans le but de la punir dans un sens parce qu'elle a enfreint certaines règles du groupe. Elle ne s'est pas soumise à ce qu'elle devait faire. Par exemple, elle a eu des relations sexuelles avec le copain d'une des femmes qui l'a agressée. Ça, c'est un cas. L'autre, évidemment, qu'on a tendance à trouver un peu plus souvent, c'est dans les cas où la femme et même les jeunes filles sont soumises à des proxénètes. Donc, c'est l'idée de faire, de forcer ces femmes ou ces jeunes filles typiquement dans la prostitution. Et donc, le proxénète va la forcer et la femme elle-même peut participer à ce type d'agression sexuelle. Les femmes qui agressent sexuellement les adolescents semblent constituer un groupe à part, semblent constituer un groupe qui chevauche un peu, si on veut, la femme qui a une attirance, vers les hommes adultes, normalement, mais qu'elle se retourne vers les adolescents, les garçons, parce que elle a, par exemple, elle se sent menacée par les hommes, elle a l'impression qu'elle est plus en contrôle de la situation, quand elle s'approche, quand elle se tourne vers des adolescents. Là, ici, on s'entend, on parle de femmes qui choisissent d'enfreindre
toutes les contraintes sociales, professionnelles, etc., qui vont s'engager dans les contacts sexuels avec des adolescents. On ne parle pas ici d'un adolescent de 18 ans. On parle des adolescents de 13, 14, 15 ans et même 16 ans. Vous savez, au Canada, nous, l'âge de consentement, c'est 16 ans. Par contre, s'il existe une position d'autorité entre deux personnes, l'âge ne compte plus parce que ce qui compte, c'est le fait qu'il y a une position d'autorité et donc la personne ne peut pas s'engager dans les contacts sexuels avec la personne qui est sous son autorité. Et ça, ici, on parle, par exemple, le classique dans la littérature qu'on entend, ça a été dénommé, qui est pour moi, c'est un mauvais terme, c'est cette idée de l'enseignante amoureuse. Hein? On n'aimerait jamais un homme enseignant qui va décider d'avoir des relations sexuelles avec une de ses étudiantes de 14 ans comme étant un enseignant amoureux, mais l'inverse est fait dans la littérature pour dénoter les femmes qui se tournent et qui enseignent et qui vont avoir des relations sexuelles, par exemple, avec un de leurs étudiants de 14 ans. Donc là, vous voyez déjà qu'on a un peu ce double standard sociétal qui dit qu'une femme, bon, ne peut pas vraiment agresser sexuellement, alors dans ce cas-là, c'est parce qu'elle est amoureuse. Disons que ça, c'est nos stéréotypes sociétaux qui fait qu'on a négligé longtemps la question de l'agression sexuelle par les femmes. Ce que les recherches nous démontrent à date sur les questions de l'agression sexuelle par les femmes, par les femmes sur les adolescents et qu'en fait, elles ont tendance à élever dans leur tête leur perception de ce jeune et elle l'élève, elle lui donne un statut d'homme adulte, dans le sens c'est qu'elle commence à le considérer comme étant son égal au point de vue non seulement sexuel, mais au point de vue relationnel, au point de vue émotionnel. Et ça lui permet essentiellement de justifier le fait qu'elle va enfreindre toutes ses règles et qu'elle va se tourner vers un garçon, essentiellement, pour avoir des contacts sexuels. Ces femmes qui agressent sexuellement ces adolescents, là je parle sur les données qu'on a sur celles qui agressent sexuellement des garçons, adolescents, ce qu'elles nous rapportent, c'est qu'elles ont l'expérience essentiellement d'excitation sexuelle, tout comme si ce partenaire était un partenaire adulte. Hein? Donc, ce n'est pas une question maintenant de déviance sexuelle, elle est particulièrement attirée sexuellement par des jeunes garçons qui sont quelquefois à peine pubères, mais plutôt par le fait que pour elle, dans sa tête, c'est une personne, c'est un homme. De plus, elle justifie beaucoup, dans ce contexte, toujours dans le même type de considération, elle justifie le fait que peut-être le garçon est déjà plus mature au point de vue physique, est déjà peut-être plus grand, il pourrait même à 15 ans être plus grand qu'elle, même à 13-14 ans, dépendant de la grandeur physique de la femme. Et ça l'aide donc à justifier de dire c'est pas vrai, on était des amoureux, il m'aime, je l'aime, et il n'y a rien de mal dans tout ça. Le seul mal peut-être, c'est parce que j'étais son enseignante, j'aurais pas dû, mais mettons ça de côté. En fait, on était des amoureux, tout simplement. Évidemment, négligeant le fait qu'au point de vue psychologique, au point de vue émotionnel, ces garçons-là ne sont pas du tout équipés pour avoir une relation sexuelle avec une femme adulte. Et de plus, les garçons eux-mêmes reçoivent ce même message sociétal que les garçons devraient toujours être prêts ou ils veulent toujours avoir des relations sexuelles. Et donc, le chanceux, hein, ça c'est véhiculé dans les médias trop souvent, le chanceux, le garçon qui a pu avoir une relation sexuelle avec une femme plus mature, une femme plus âgée que lui, qui n'est pas difficile à faire, évidemment, quand on a 14 ans. Donc ça, c'est les recherches qu'on a et les connaissances qu'on a sur ces femmes. Donc, pour résumer, ces femmes-là avec les agresseurs sexuels d'adolescents, quand la victime est mâle, et vraiment une femme qui élève dans sa tête au point de vue psychologique, au point de vue relationnel, ce jeune homme et le considère essentiellement comme un partenaire égal. Plus récemment, nous avons vu des cas qui ressortent et qu'on a très peu, mais qu'on a essentiellement aucune recherche, c'est les femmes qui agressent sexuellement des filles adolescentes.
Donc là, on parle de cas, par exemple, d'une enseignante. Ce ne sera pas le garçon qu'elle va agresser sexuellement, mais ça va être une fille. Donc, elle va prendre la fille et va l'amener tranquillement, doucement, vers une relation privilégiée et qui éventuellement, tout comme fait la femme envers le garçon, en passant, c'est le même type de processus, mais va l'emmener tranquillement vers cette relation sexuelle. Okay. Nous n'avons essentiellement aucune donnée scientifique sur le fonctionnement psychologique de ces femmes. Sauf que, pour suggérer, est-ce que c'est des femmes qui auraient une préférence sexuelle lesbienne, essentiellement, et qu'elles se tournent vers ces filles en conséquence? Ce n'est qu'une hypothèse pour laquelle nous avons zéro données. Plus récemment, par exemple, un autre cas pour lequel nous n'avons aucune connaissance, ici à Montréal, il y a quelques années, nous avons eu un cas d'une jeune femme qui a entre 18 et 21 ans, qui avait l'air assez jeune au point de vue physique, qui littéralement allait se promener dans les écoles secondaires, qui est le lycée en France, et justement pour se mettre amie avec des filles de 13-14 ans et qu'elle en met éventuellement à avoir des contacts sexuels avec elles. Elle a eu, au dernier des comptes de mémoire, elle a eu 17 victimes qu'elle a attirées de cette façon-là. Tout le monde se pose des questions, qu'est-ce qui l'a motivée à faire cela? Encore une fois, nous n'avons aucune donnée scientifique. Peut-être un jour, elle fera l'objet d'une étude clinique approfondie pour mieux comprendre ces éléments. Donc, j'ai déjà discuté un peu ce que nous savons par rapport aux femmes qui agressent des adultes, et donc vous expliquez particulièrement les adultes qui sont des femmes et qu'elles agressent en compagnie de quelqu'un d'autre, typiquement un homme, mais aussi d'autres femmes. Ensuite, nous avons le groupe qui agressent et les adolescents, classiquement des garçons, mais comme je dis, nous avons certainement des cas maintenant qui ressortent au point de vue du système de justice criminelle, que les victimes sont des filles. Et finalement, nous avons le troisième groupe, et le troisième groupe qui semble prendre le plus de place, je dis probablement, nous n'avons pas de connaissances claires pour savoir est-ce qu'elle constitue le groupe le plus grand d'agresseurs, de victimes de femmes agresseurs sexuels. Les données suggèrent que oui, mais les données, évidemment, sont basées sur les crimes qui sont rapportés à la police, qu'ils ont donc été en contact avec le système de justice criminelle. Et évidemment, quand les victimes, c'est des enfants, c'est le genre de cas qui vont être beaucoup plus faciles à rapporter à la police, même si c'est encore très difficile, plutôt que, par exemple, un adolescent ou encore moins les adultes. Donc, comme je disais, il existe le troisième groupe de femmes et celui qui agresse sexuellement les enfants. Nos informations présentement, nos informations scientifiques que nous avons à date portent principalement sur ce groupe de femmes. La raison étant parce que, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure, les chances sont que c'est le crime qui est le plus rapporté quand c'est les femmes qui le commettent et quand la victime, elle est mineure. Parmi ces femmes-là, il existe un sous-groupe qui vont poser leur geste d'agression sexuelle en compagnie de leur conjoint. Les données nous suggèrent approximativement un tiers des femmes agressent sexuellement en compagnie de leur conjoint. Je ne me pencherai pas plus en particulier sur ce sous-groupe parce que Mme Desfachel en parlera un peu plus lors de cette journée de conférence sur le sujet. Ce que je vais vous présenter présentement, c'est essentiellement qu'est-ce qu'on connaît sur les caractéristiques de ces femmes qui agressent sexuellement, et tel que je vous l'ai dit, la vaste majorité des informations ici se rapportent aux femmes qui ont agressé sexuellement des enfants. Et qu'est-ce qu'on connaît par rapport aux facteurs qui sont liés, associés tout de moins à l'agression sexuelle, même si on ne peut pas parler de facteurs causaux, on ne peut pas parler de facteurs étiologiques parce que l'état des connaissances à date ne nous permettent simplement pas. Donc, les travaux sur le processus du passage à l'acte qui ont été menés par Theresa Gannon en Angleterre, il y a aussi des travaux qui ont investigué les caractéristiques des femmes délinquantes sexuelles menés aux Pays-Bas,
et également aux États-Unis et un peu au Canada, regroupe essentiellement tout le même type de caractéristiques. On n'a rien trouvé de caractéristiques à date qui suggèrent que les Françaises seraient fondamentalement différentes que les Hollandaises ou les Anglaises, ces femmes qui agressent sexuellement. D'un côté, ce n'est pas surprenant parce qu'on retrouve exactement la même chose chez les hommes. Et au point de vue des caractéristiques qui amènent à l'agression sexuelle, on les remarque, c'est les mêmes facteurs qui se répètent, peu importe si on est dans une population francophone, anglophone, italienne et même des recherches qui ont été faites à date au Japon ou même à Hong Kong à ce sujet. Donc, ce qu'on remarque dans les périodes qui précèdent le délit, on remarque des femmes qui ont un style de vie qui est assez problématique et que c'est associé à beaucoup de difficultés personnelles. Ces difficultés personnelles, qu'on appelle des facteurs de vulnérabilité ici, on retrouve des problèmes de santé mentale. Et là, ici, on ne parle pas nécessairement de la présence d'une maladie mentale majeure telle la schizophrénie. On parle plutôt des difficultés d'adaptation, on parle peut-être des troubles de dépression, des troubles d'anxiété, etc. On retrouve également des traits de personnalité passive. C'est des femmes qui ont tendance à se laisser porter par les événements. Elles attendent, elles se croient qu'elles n'ont pas de pouvoir essentiellement. Elles attendent que les choses leur arrivent, si on veut. On remarque beaucoup d'isolement et beaucoup de manque de soutien social chez ces femmes, qu'elles soient avec un conjoint ou non. Dans le même contexte, on remarque ce type de problème. Et vous allez voir tout à l'heure que les problèmes relationnels semblent être une caractéristique particulièrement marquante des femmes qui s'engagent dans l'agression sexuelle. On remarque l'utilisation de stratégies d'adaptation inadéquates. Non seulement on parle de passivité, mais on parle aussi d'abus de substances. On parle aussi de beaucoup d'évitement essentiellement. On va éviter de gérer le problème, de reconnaître qu'il existe des problèmes, puis de gérer ce type de problème. Le mode de vie instable associé à tous ces problèmes inclut, par exemple, des problèmes dans la vie conjugale. On note une détérioration générale du mode de vie de la personne. Que ce soit, comme on dit ici, des problèmes financiers. On peut voir les activités criminelles qui peut être chez la femme, mais qui, plus souvent, c'est dans son entourage dans lequel elle vit qu'on va remarquer qu'elle a des personnes qui sont proches d'elle, qui s'engagent dans des activités criminelles sans nécessairement elle sans le faire. On voit beaucoup d'affects négatifs, ce qui n'est pas surprenant parce que ça va en lien avec les problèmes de santé mentale. Et finalement, on note, ironiquement, dans un sens, pour quelqu'un qui manque de soutien social et qui a beaucoup d'isolement, on note des responsabilités multiples envers les autres, envers les enfants, avec d'autres enfants, envers des membres de la famille malade, par exemple. Donc, toutes ces difficultés, essentiellement, mettent la table, si vous voulez, pour le développement de cette agression sexuelle. Est-ce qu'on se retourne spécifiquement vers les problèmes liés à l'agression sexuelle qu'on note chez ces femmes, on retrouve les mêmes catégories de problèmes qu'on retrouve chez les hommes. Ce qui en soi n'est pas surprenant parce qu'on parle essentiellement de choses fondamentales comme les attitudes, les cognitions, la façon qu'on réfléchit qui mène vers le délit. Tous les problèmes de relations intimes, on parle de problèmes liés de dépendance émotionnelle, par exemple. On parle de l'utilisation du sexe pour remplir des besoins émotionnels et relationnels. Et on parle aussi des problèmes de régulation émotionnelle. Ça, c'est des éléments qu'on retrouve également chez les hommes qui posent des gestes d'agression sexuelle. L'important ici de comprendre, c'est que chez les femmes, comparé aux hommes, on va trouver des aspects dits sexo-spécifiques. Autrement dit, on parle de manifestations de problèmes qui ont une nature différente dépendant de si on parle d'un homme ou si on parle d'une femme. Et ça, c'est un concept qui est très important à intégrer lorsqu'on parle avec les femmes parce que trop souvent, on a la tendance d'utiliser les informations qui ont été développées, validées sur les hommes. Ici, dans le cas, on parle des hommes auteurs d'agressions sexuelles. Et simplement de les prendre et de les adapter pour les femmes avec l'idée qu'ils ont commis le même crime et on observe certaines manifestations un peu similaires. Ça veut donc dire que c'est la même chose. Par contre, ce que les recherches nous démontrent, c'est qu'en fait,
il peut exister des facteurs qui sont uniques aux femmes ou des facteurs qui se manifestent de façon unique chez les femmes. Et donc, ce n'est plus une question de prendre les informations sur les hommes et juste les adapter, soi-disant pour les femmes, mais de vraiment comprendre la nature sexo-spécifique du problème lorsqu'on regarde ça chez les femmes. Donc, je vais prendre maintenant quelques minutes pour examiner quels sont ces facteurs communs essentiellement, mais quels sont ces aspects sexo-spécifiques qu'on retrouve chez les femmes auteurs d'agressions sexuelles. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que les femmes auteurs d'agressions sexuelles s'engagent démontrent du déni et de la minimisation de leur délit. Okay? Donc, le déni ici, je parle dans le sens, ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça, elle se trompe, la victime ment. C'est un phénomène qui est tout à fait courant chez les auteurs d'agressions sexuelles et ce serait très surprenant si on ne l'observait pas également chez les femmes. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que quand on regarde si lorsqu'il y a un co-accusé, surtout quand c'est le conjoint, la femme a tendance à prendre, injustement, dans un certain sens, la responsabilité pour lui. Pas toujours, souvent, elle va blâmer lui, mais lorsqu'elle prend la responsabilité ou qu'elle ne blâme pas lui, ce qu'on va retrouver, c'est des femmes qui vont dire, ben, c'est de ma faute, j'aurais dû résister, lui résister plus, j'aurais dû refuser de faire ceci, etc. Donc, c'est un phénomène un peu différent qu'on ne retrouve pas les hommes qui font ça quand ils agressent avec les femmes. Ils n'ont pas tendance à dire c'est de ma faute, c'est elle qui m'a poussé à faire cela. Donc, on a un élément assez intéressant à ce sujet-là. Il y a eu quelques recherches qui ont été faites sur les schémas cognitifs qui sont liés à l'agression sexuelle chez les femmes. Chez les hommes, il y a beaucoup d'études qui ont été faites à ce sujet et qui démontrent certains schémas cognitifs. Donc, on parle des schémas cognitifs, ça sous-entend essentiellement la façon qu'ils vont réfléchir par rapport à leurs agressions sexuelles et aux éléments liés à cette agression sexuelle. Et chez les femmes, on retrouve certains relents, si on veut, de ces schémas cognitifs, mais encore une fois, avec cette manifestation sexo-spécifique. Ces recherches ont été conduites principalement en Angleterre, encore une fois, avec par ma collègue Theresa Gannon. Un de ces schémas cognitifs, chez les hommes qu'on voit, c'est cela autant chez les agresseurs d'enfants que chez les agresseurs de femmes adultes. On a ce schéma cognitif qui dit qu'ils ont tendance à voir le monde comme étant dangereux. Les autres, en général, sont dangereux. Donc, moi, je me protège et je vais m'organiser, me protéger, puis je vais aller chercher ce que je veux parce que le reste est dangereux. Chez les femmes, de façon intéressante, ce qu'on retrouve, ce n'est pas cette tendance de voir le monde en général dangereux, mais plutôt de voir les hommes comme étant dangereux. Hein? Et donc, dans ce contexte, essentiellement, ici, ce qu'on voit, c'est des femmes qui choisissent de se tourner vers les enfants, par exemple, parce que pour elles, avoir l'homme, c'est un danger pour elle, pour son intégrité, pour toutes sortes de différents niveaux. C'est pas surprenant qu'on retrouve ce schéma cognitif chez ces femmes parce qu'une grande partie de ces femmes-là définitivement ont été des victimes elles-mêmes d'abus sexuels durant leur enfance, par exemple, ou adolescence, et les auteurs étaient essentiellement, classiquement, des hommes qui les agressaient. Donc, c'est pas surprenant qu'elles développent ce schéma cognitif. Main en main avec cette tendance à voir les hommes comme étant dangereux, mais qu'elles donc choisissent de se tourner vers les enfants, c'est que c'est des personnes qui considèrent que les enfants sont des êtres sexuels. Okay? Et ça, c'est assez commun aussi chez les hommes qui agressent sexuellement des enfants, c'est qu'ils considèrent, dans leur schéma cognitif, c'est qu'un enfant, c'est un être humain et un être sexuel à part entière, tout comme les adultes. Et donc, à ce niveau-là, ça permet donc d'examiner ou de croire que l'enfant pourrait avoir des intérêts sexuels ou serait prêt à participer dans des activités sexuelles. Chez la femme, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, même si elle considère que les enfants sont des êtres sexuels, c'est qu'elle considère leurs victimes en particulier comme étant des êtres sexuels. Donc, ça veut dire, oui, il y a des enfants qui sont sexuels, mais pas tous les enfants, mais ma victime
était vraiment un être sexuel. Ce ne sera pas certainement les mots exacts qu'elle va utiliser, mais dans son discours, on va entendre cette idée qu'elle considérait que sa victime, pour une raison ou une autre, était quelqu'un qui désirait avoir un contact sexuel. Ces femmes-là considèrent aussi que l'abus sexuel, le fait qu'elles posaient ces gestes d'agression sexuelle était incontrôlable. C'était quelque chose qu'elles ne pouvaient pas contrôler, que les événements l'ont amené là, que ce soit à cause d'un homme ou à cause de toutes sortes d'autres raisons qu'elle va utiliser pour justifier, mais elle considère que c'était comme inévitable, incontrôlable, mais par contre que ça ne pose pas grand tort aux enfants. Et ça, c'est un élément assez intéressant qu'on ne retrouve pas chez les hommes agresseurs sexuels et qui, je crois, c'est une hypothèse, est probablement liée au fait qu'elles-mêmes souvent ont vécu des agressions sexuelles, qu'elles ont été victimisées. Et donc, c'est cette idée de pour concilier dans sa propre tête. Moi, j'ai été victime, maintenant, je pose des gestes d'agression sexuelle. Alors, l'idée, c'est que ça devient un geste qui est incontrôlable et ça ne cause pas de tort. Parce que sinon, si on sait qu'on cause du tort en faisant quelque chose, ça devient plus difficile de se justifier, de continuer à poser ce type de geste. Et finalement, elle considère que les hommes ont un droit inné au sexe et en contraste, chez les hommes, ils considèrent qu'eux-mêmes ont un droit inné au sexe. Autrement dit que c'est un dû, c'est un besoin, on a tout simplement droit au sexe et on a droit de faire ce qu'on veut ou ce qu'on a besoin de faire pour avoir nos contacts sexuels. Tandis que chez les femmes, c'est plutôt qu'elles considèrent que les hommes ont un droit inné au sexe. Et donc, à cet élément-là, il y a deux manifestations potentielles. Un, c'est pourquoi qu'elle accepte d'agresser sexuellement avec l'homme, parce qu'elle considère que lui, nécessairement, a un droit inné. Ou alternativement, il y a ce droit inné au sexe, mais elle, ça lui fait peur parce qu'elle le voit comme dangereux. Et donc, elle se tourne vers les enfants dans un sens pour se protéger de cet homme. Là, vous savez que, je veux juste vous rappeler ici que tout cela, je vous présente, c'est quand même des résultats qui sont basés sur des très petits échantillons et qu'on a besoin de beaucoup plus de recherche pour pouvoir mieux comprendre ces éléments. Mais au moins, ces études nous indiquent qu'il faut vraiment prendre le temps de comprendre le point de vue de la femme et pas seulement prendre le point de vue de l'homme et dire ça va être la même chose pour la femme. Les aspects relationnels, comme j'ai déjà dit, sont particulièrement importants chez les délinquantes sexuelles. Les délinquantes sexuelles démontrent un historique de relations problématiques caractérisé par la violence et aussi durant la victimisation, durant l'enfance, et il y a ce manque important de soutien familial et social. Vous savez, les femmes, le côté relationnel est particulièrement important chez les femmes pour gérer le stress, pour la santé psychologique des femmes. Donc, ces aspects relationnels qui sont particulièrement difficiles chez les femmes, souvent, ça va jouer le rôle dans le sens que j'ai besoin d'avoir une connexion avec quelqu'un d'autre, soit que je le fais pour plaire à mon conjoint parce que je veux ma connexion avec mon conjoint, mais surtout, si elle est seule, c'est que moi, je vais la faire parce que ma victime me permet une connexion, mais qui est à la surface sécurisante parce que je n'ai pas besoin de gérer un homme essentiellement pour avoir cette connexion émotionnelle. Et ça, c'est un élément qui est particulièrement marquant non seulement chez les femmes agresseurs sexuels, mais également chez les femmes qui posent des gestes de violence. Et ça nécessite une attention particulière lors des évaluations et des interventions. La déviance sexuelle est un grand point d'interrogation chez les femmes. Il y a très peu d'évidence pour une grande présence de paraphilie chez les femmes, par exemple la pédophilie. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de femmes qui souffrent de pédophilie, mais la proportion d'hommes reconnus coupables, diagnostiqués avec des problèmes de paraphilie, beaucoup plus large que chez les femmes. En fait, la paraphilie pour laquelle on retrouve une plus grande proportion de femmes que d'hommes, c'est le masochisme. Toutes les autres paraphilies, on retrouve largement une plus grande proportion d'hommes que de femmes dans toutes les autres paraphilies. Donc déjà là, la question est-ce que l'intérêt sexuel déviant est un motivateur pour l'agression sexuelle chez les femmes? Les évidences suggèrent que, tout au moins pour les femmes qui agressent sexuellement les enfants, ce n'est pas, on dirait pas que c'est le facteur motivateur principal. Ça ne veut pas dire qu'elles ne développeraient pas de l'excitation sexuelle dans ces délits. Mais les évidences sur le cycle d'excitation sexuelle chez les femmes, qui est
j'espère que ça ne surprend personne, différent que celui des hommes. Et ça, c'est les travaux de Basson et de Shivers, qui nous démontrent vraiment des processus d'excitation sexuelle différents chez les femmes que chez les hommes, et qui démontrent aussi que chez la femme, le contexte relationnel va jouer un grand rôle pour cette question d'excitation sexuelle. Donc, il faut faire très attention. Présentement, même si la femme dit qu'elle a une excitation sexuelle lors de l'agression, de ne pas nécessairement confondre cela avec la présence d'une paraphilie préexistante qui l'a motivée à poser ces gestes d'agression sexuelle. Donc, ce n'est pas parce qu'elle a trouvé un plaisir sexuel que la motivation, la paraphilie était préexistante. Donc, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est une grande question ouverte. Il n'y a pas de moyen fiable à date pour vraiment examiner la présence d'intérêts paraphiliques, par exemple chez les femmes, tel qu'on a dans le laboratoire de phallométrie chez les hommes. Finalement, lorsqu'on regarde donc ces questions d'intervention, c'est que, si vous vous souviendrez, on a nos facteurs de vulnérabilité chez ces femmes, puis on a nos problèmes et manifestations sexo-spécifiques qui nous donnent essentiellement, qui nous indiquent qu'il y a 5 domaines qu'on doit travailler lors du traitement chez les femmes délinquantes sexuelles. On parle de problèmes d'intimité et problèmes dans les relations, toutes les questions relationnelles, mais on parle aussi de l'intimité émotionnelle ici. Tous ces éléments cognitifs, donc leurs croyances, leurs attitudes, puis aussi leur schéma cognitif, essentiellement, qui soutiennent cette question d'agression sexuelle. Leurs problèmes de régulation émotionnelle, particulièrement lorsqu'on est en face d'une femme qui a été victimisée. On retrouve donc le facteur qui complique, c'est la question du trauma, qui se rajoute, qui emmène à une régulation émotionnelle qui est mieux adaptée, qui va souvent impliquer également des abus de substances, pas toujours, mais des abus de substances. Et c'est lié, en fait, évidemment, avec le numéro 1, les problèmes d'intimité dans les relations. Il faut aussi examiner cette dynamique sexuelle. Que veut dire le sexe pour cette femme? Quelles ont été ses expériences sexuelles? C'est quoi le lien entre ses besoins d'intimité et sa dynamique sexuelle et qui l'a emmené à son agression sexuelle. Et finalement, il faut examiner ce fonctionnement psychosocial parce que, comme je vous ai dit, les femmes ont besoin d'un environnement qui va leur permettre non seulement de se développer au point de vue psychologique, mais également au point de vue social, parce que ce besoin relationnel se transforme dans le besoin important du soutien social et familial pour ces femmes. J'ai quelques considérations conditionnelles qui pourraient être intéressantes à examiner. J'ai parlé du déni catégorique qui peut être lié à la peur d'être jugé. Donc, si vous engagez dans la thérapie, soit de groupe ou même individuel, ces questions de la peur d'être jugé et la même est assez très forte chez les femmes comparées aux hommes parce que justement, elles sont tout aussi à l'affût de ces stéréotypes et des pressions sociétales qui disent qu'une femme est encore pire qu'un homme si elle a agressé sexuellement. Et donc, pour elle, maintenant qu'elle est reconnue coupable, elle a encore beaucoup plus à perdre au point de vue d'elle-même au sujet de ça. Il peut y avoir des difficultés cognitives, des problèmes de toxicomatie, des gros problèmes de santé mentale, des traumas sociaux. Donc, il faut être à l'affût de ces problèmes parce que ça peut avoir un impact important dans les services de traitement. Finalement, juste pour compléter le fonctionnement général en collectivité, je l'ai déjà parlé, les femmes ont besoin de réseaux plus importants de soutien. Mais ironiquement, ou paradoxalement, il faut qu'elles apprennent en même temps de développer et maintenir un mode de vie stable avec moins de dépendance sur les autres, particulièrement les hommes. Tel que je vous ai dit, c'est une des caractéristiques, c'est des femmes assez passives, qui n'ont pas un mode actif de régler des problèmes dans leur vie et d'établir ce mode de vie plutôt stable. Donc, c'est les deux en même temps qui doivent avoir lieu. Finalement, juste pour terminer ici, lorsqu'on travaille avec ces femmes, il faut comprendre qu'elles vont vouloir, si elles sont des enfants, ces enfants, c'est ces victimes. Une des choses qu'elles vont vouloir dire, c'est « je veux que mes enfants me pardonnent ». C'est un grand sentiment qu'elles vont exprimer, mais enfin, ultimement, la recommandation est toujours seulement si c'est souhaité par les enfants et seulement si l'enfant reçoit des services d'agences de protection, de thérapeutes spécialisés d'enfants victimes,
parce que sinon, il y a un risque très fort de revictimiser ces enfants. Alors, sur cette note, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est regrettable que je ne peux pas être en personne à cette conférence, les circonstances étant les mêmes pour le monde entier présentement. Et je vous souhaite donc une très bonne fête de journée. Merci.